Vivez 25 heures de direct sur les 5 continents avec Intelsat. Bonjour à tous et bienvenue sur la terrasse de TV5 Monde, ici depuis Paris avec la Tour Eiffel derrière nous. Ça y est, c'est le coup d'envoi de cette émission événement, un tour du monde de la francophonie pendant 1 heure avec vous Guillaume. Bonjour. Bonjour Sylvia Garcia. Effectivement, tour du monde de la francophonie, il fait un temps superbe. Vous pouvez nous suivre sur toutes les chaînes de TV5 Monde, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes une sorte de tour de Babel, des artistes sont un peu partout dans le siège de TV5 Monde à Paris. Sylvia aurait pu me passer par la fenêtre pour qu'on puisse répercuter partout le début de cette émission, mais c'est vrai que c'est un bonheur d'aller à Auckland, d'aller à Papeete, d'aller en Chine, de découvrir les artistes français et tous ceux qui vivent la francophonie ou qui sont francophones. Nous rentrons dans ce studio. Rassurez-vous, pas d'assassinat en direct. On va commencer cette émission. À la fin, vous pouvez me pousser, vous avez le droit. On verra à la fin de cette émission. On démarre ici depuis donc ce plateau où nous accueillons nos premiers invités. Voilà, bonjour je vous laisse tous. les présenter. Soyez les bienvenus. Vous êtes ici bien installés. Daniel Thompson, merci d'être avec nous ici à Paris pour ce lancement qui nous tient à cœur. Vous êtes scénariste notamment et entre autres de La Grande Vadrouille, réalisatrice aussi de Cézanne et moi, sortie l'an dernier. Dany Laferrière, écrivain haïtien basé à Montréal, au Québec. Vous avez reçu le prix Médicis 2009 pour L'énigme du retour chez Grasset. Depuis 2 ans, vous siégez à la prestigieuse Académie française. Yves Bigot, directeur de TV5 Monde et tête pensante de ce tour du monde de la francophonie. Alors j'ai commencé par vous évidemment, puisque sans vous on ne serait pas réunis ici. Qu'est-ce qu'on va voir sur TV5 Monde pendant ces prochaines 25 heures? On va voir pendant 1 heure sur chaque fuseau horaire ce que sont les francophones tout autour de la planète, aussi bien dans des territoires qui sont francophones. On sera après Paris dans 1 heure à Abidjan, par exemple, avec nos amis de la RTI, mais aussi à Auckland en Nouvelle-Zélande, à Sydney en Australie, à Séoul en Corée du Sud. Donc, dans des endroits où la francophonie est présente, même si le pays lui-même n'est pas francophone, car le français a ce privilège et cette chance avec l'anglais d'être la seule langue qui est présente sur les 5 continents. Combien de capitales, combien d'endroits différents? Là, 23 capitales différentes pour 25 heures de programme. Direct. Et avec quelle en ambition? fait, pourquoi? Parce que quand on est au milieu du Pacifique et qu'il n'y a pas terre, ben voilà, on va revenir faire un saut en arrière à Paris. C'est bien. Alors, on est ici avec des invités qu'on est ravis d'accueillir. Vous avez en commun ce goût pour le voyage. Vous avez vécu à l'étranger. Paris est un pôle pour vous. Cette francophonie, comment vous la vivez quand vous êtes autour du monde, peut-être honneur aux dames, Daniel Thompson? Oh, écoutez, c'est un bonheur de constater combien la culture française est quand même quelque chose qui continue à rayonner dans le monde. C'est un bonheur, par exemple, j'ai beaucoup voyagé l'année dernière avec mon film Cézanne et moi, qui est parti un petit peu partout. Et j'étais tout à fait étonnée, alors pas tellement étonnée que la plupart des spectateurs aient vu les tableaux de Cézanne, mais étonnée combien de gens, par exemple, avaient lu Zola ou combien d'étudiants dans le monde avaient étudié, en effet, dans les universités, des textes d'Émile Zola. Je ne pensais pas rencontrer autant de gens qui étaient plongés comme ça dans nos grands auteurs du 19e siècle. C'est quelque chose qui est très satisfaisant. Mais est-ce que c'est une bataille avec Unifrance quand justement le cinéma français quitte la France? Ça va être le cas de Robin Campillo quand il va faire sa campagne pour les Oscars dans quelques jours. Est-ce que c'est une bataille où on se sent un peu minoritaire ou est-ce que la part de la France continue dans le cinéma à augmenter?
Alors, sincèrement. C'est une bataille, sincèrement. Le cinéma français est bien sûr considéré comme le deuxième cinéma mondial, même si, bien sûr, il y a l'Inde et puis maintenant beaucoup de films asiatiques qui prennent une part du marché. Mais le cinéma français est important. Maintenant, la bataille, elle existe et on la mène avec Unifrance. J'étais à une réunion Unifrance hier. Qui fait un travail formidable, mais c'est très très difficile parce que le cinéma américain est quand même omniprésent, y compris chez nous. Donc la langue anglaise, n'en parlons pas, donc si j'ose dire, sans jeu de mots. Et donc c'est vrai que c'est une bataille, mais c'est une bataille qu'on mène et qui compte et qui existe et qui fait que notre cinéma est quand même envoyé dans le monde entier. Et reconnu et applaudi. Bien sûr. Est-ce qu'en littérature, le combat que vous signalez, Daniel Thompson, est le même? Bon, je dirais en complément de Daniel Thompson, c'est pas uniquement de lire Zola, de voir qu'on lit Zola dans d'autres pays seulement qui compte. C'est le fait que je lis aussi Tolstoï en français. On oublie aussi, quand on parle de la francophonie, la part de toutes les cultures à la langue française. Et un peu comme dirait Glissant qui disait « Je parle français dans toutes les langues du monde ». Quand je lis, et même pour le cinéma aussi, le cinéma lui-même, le cinéma français, je pense que Paris est la plus grande ville de cinéma. C'est une ville où on peut aller voir des rétrospectives de Antonioni, de Fellini, n'importe quand. C'est-à-dire, on parle pour les cinéastes ou les acteurs, mais pour le cinéphile, il reste qu'on vit très bien en français puisqu'on peut voir tous les films du monde et d'autres capitales ne gardent pas dans leur tiroir autant de films qui sont passés depuis très longtemps. Dany, quand vous avez commencé votre carrière d'écrivain, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, puisque vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, je vais écrire en anglais? Comme Conrad s'est dit à un moment, moi je suis polonais, je vais écrire en anglais, même si à la fin de ma vie, je lirai Proust. Mais j'ai écrit mon premier roman en anglais. C'est pas bien. Non, pas du tout. C'est pas bien. J'ai écrit mon premier roman en anglais, mais je l'ai envoyé d'ailleurs à mon traducteur quand il s'agissait de le traduire en anglais en lui disant « Les mots sont en français, mais c'est un livre américain ». Et il a pensé que c'était une blague. Comment faire l'amour? Et c'était en français, mais c'est un roman américain. Avec un nègre sans se fatiguer. Et comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Ouais. Et quand il a voulu le traduire, il m'a dit « Tu as tout à fait raison ». Et c'est vrai. C'est vrai. Il ne faut pas être... Par exemple, quand je lis Hemingway en français, tous les mots sont français, mais je sais très bien que je ne lis pas Mauriac. Je lis un auteur américain. Vous savez, il n'y a pas seulement la langue et les mots, il y a aussi l'ambiance dans une culture. Je suis de culture américaine, je veux dire du continent américain. Les États-Unis n'ont pas la propriété de ce nom-là. C'est un vieux rêve de Bolivar qui voulait d'ailleurs qu'on soit un seul pays, un seul continent. Et Port-au-Prince, c'est aussi américain que New York. Et donc, pour moi, cette culture-là, je voulais la faire vivre et dans mon roman et non pas être une satellite de l'Europe. J'écris en français tout simplement, mais je suis un écrivain américain qui écrit directement en français. Cette touche française, alors pareil, je vous renvoie à la balle, on parlait de littérature, est-ce que c'est valable aussi dans le cinéma, cette touche française? On parle du cinéma français qui est célébré à travers le monde pour sa spécificité. Comment vous le défendez? Alors, il y a la fameuse question du doublage pour le cinéma, qui est quelque chose qui est un petit peu compliqué, parce que moi, je suis complètement allergique au doublage. Et beaucoup de pays le sont aussi. C'est une chose qui réduit un tout petit peu l'impact, effectivement, du cinéma français. Parce que ça rend, bien sûr, ce cinéma plus élitiste qu'il ne devrait l'être, puisque c'est une clientèle à travers le monde qui aime la musique du français, qui aime entendre le français et qui donc préfère les sous-titres que ce doublage qui est souvent quelque chose d'assez catastrophique. C'est ce que nous faisons à TV5 Monde, où on diffuse le cinéma français, belge, suisse, canadien, africain, aussi, et toujours dans nos 14 langues de sous-titrage. Il a l'air très sérieux, Yves Bigot, le directeur de TV5 Monde, mais en fait, il a une trouille terrible, car effectivement, il y a des liaisons avec des faisceaux qui peuvent couper à tout moment. Nous sommes là pour 25 heures d'antenne. On va aller un peu partout. Je voudrais simplement signaler que vont nous accompagner Dany, Daniel et beaucoup d'autres gens, Foi de la Rue, Yann Kefelec, Daniel Rondeau, Jean-Charles de Castelbaljac, et beaucoup d'autres gens qui vont nous accompagner. Je voudrais qu'on fasse un petit tour du monde précis de la francophonie. Où parle-t-on français dans le monde? C'est Mathieu Cavada qui s'est appesanti sur ce sujet ô combien important aujourd'hui. La langue française a inspiré bien des déclarations d'amour. Une patrie, disait Albert Camus,
Un soleil qui brille hors de l'Hexagone pour le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Un butin de guerre, selon le poète algérien Kateb Yassine. C'est une conséquence des violences de l'histoire. La langue de Molière est la seule avec l'anglais à être présente sur les 5 continents. Elle est la 5e langue la plus parlée au monde. La francophonie rassemble 274 millions de personnes, quels que soient les accents. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. C'est à nous d'imaginer ce qui va passer. C'est un spectacle de 2 heures sans animateur. Moi, il est impératif de faire ce pèlerinage-là. Voilà, excellente soirée à toutes et à tous et à demain. La francophonie, c'est aussi une institution, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 84 pays à travers le monde. Son dernier sommet, c'était en novembre dernier à Madagascar. Le français est la langue de la raison, de la liberté, de l'émancipation, parce que c'est en français que l'universalité des droits de l'homme et du citoyen a été proclamée. Quant à l'avenir, il est au sud de la Méditerranée. Porté par la démographie subsaharienne, le nombre de francophones devrait tripler de 274 à 700 ou 800 millions en 2050, dont 85% d'Africains. D'ores et déjà, la plus grande ville francophone au monde n'est plus Paris, mais Kinshasa. Le français s'est émancipé de la France. Voilà, sujet de Mathieu Cavada. Et de retour sur ce toit terrasse avec une magnifique vue sur Paris, comme vous le voyez, pour ce tour du monde de la francophonie. On a le grand plaisir de vous accueillir. Jean-Charles de Castelbajac, créateur de mode, designer, on ne vous présente plus. Vous êtes aussi le concepteur de l'identité visuelle de toute cette émission. Oui. Alors, première question qu'on a envie de vous poser, la francophonie, puisqu'on est là pour parler de ça, est-ce que ça se dessine? Comment ça se dessine? C'est inspirant déjà, hein. C'est quelque chose d'assez bouleversant parce que le dessin et que le geste deviennent un lien comme ça universel au travers d'une langue merveilleuse qu'est le français. J'étais très ému de m'engager pour cette histoire. Oui, ça se dessine par l'inspiration, par l'émotion. En fait, ce qui a été très particulier, ça a été cette relation que j'ai eue avec l'écran. On s'est inspiré du film de Clouzot, qui était Le Mystère Picasso. Ouais. Et on a installé un écran, en quelque sorte. Et à un certain moment, on me disait, Jean-Charles, allez, Mocktown. Alors, Mocktown, c'est une ville que je ne connaissais pas. Et je devais imaginer Mocktown avec mon inspiration. Donc, j'ai imaginé une enclave comme ça, au milieu de nulle part, avec un caribou. Ensuite, j'ai fait Kinshasa, qui m'inspirait déjà. Kinshasa, c'est une ville avec laquelle vous avez une relation très particulière. Oui, c'est un faux blanc. On pourrait croire que c'est un aristocrate français, pas du tout. Les sapeurs. Congolais. Mais non, mon plus beau titre, c'est Homme de couleur. En fait, j'ai été baptisé Homme de couleur par les sapeurs de Kinshasa, parce que j'ai eu une affection pour la couleur depuis... C'est un peu... la couleur dans mes veines sont rouge, jaune, bleu, vert. Enfin, ça a toujours été mes armes fortes. Et c'est vrai que Kinshasa, j'ai une relation très, très particulière avec cette ville. Guillaume, qui me fait vibrer. Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, que puisque nous sortons pour ce tour du monde d'une grande réunion mondiale aux Nations Unies, que quelque chose est en train de basculer dans le leadership du monde, c'est entre l'Amérique traditionnelle et le monde asiatique surpuissant, et tout d'un coup, les nouveaux Trudeau chez vous, Macron chez nous. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose bouge, Dany et Daniel? Dany et Daniel. Oh mon Dieu. Tout bouge. Jetez-vous, pas par là. Tout bouge tellement. Tout bouge tellement, on a absolument. Non, mais que la francophonie, pour un coup, pourrait ressortir renforcée de ce qui est en train de se passer. D'abord, nous avons un président qui parle un français magnifique. C'est très, très agréable, avec des références qui moi, m'enchantent, parce que tout à coup, en effet, le français danse un peu de manière classique, et moi, je suis totalement heureuse de ça. Ensuite, sa jeunesse, qui est liée à justement ce respect de la langue française, est un mélange que je trouve magnifique. Donc ça, c'est un petit changement, mais ce sont des choses qui sont très importantes. En effet, j'ai regardé ce fameux discours à l'ONU l'autre jour, et je dois dire que les différences de style des uns et des autres, sans parler bien sûr directement de Donald Trump, ça fait du bien, ça fait plaisir. À l'ensemble de la francophonie. Ça donne, je pense que ça donne tout à coup une image de la France qui est en train de rajeunir tout en restant très, très, très classique, et ça c'est pour moi un bonheur. Moi je pense que
les langues, c'est vraiment lié aux populations. Et quand on voit que ça paraît bouger à un moment donné, ça veut dire que ça fait 25 ans que ça bouge souterrainement. C'est la tectonique des plaques. Oui, j'irais plutôt sur les gens. On a parlé de populations, de grandes populations africaines aussi, et qui émergent, et de gens dans des villes qui ne sont pas forcément françaises, mais où il y a une grande partie de la population qui choisissent, et de TV5 même. De TV5 même, TV5 Monde. Et c'est tout ça, et quotidiennement, c'est au quotidien, et qu'à un moment donné, brusquement, ça apparaît légèrement. Et je pense qu'on est vraiment dans une montée et que ça prend l'ingrédient optimisme. Et pour garder cette montée, s'il est partagé par un grand nombre de gens, et ça peut aller loin. Alors avant que Sylvia parte avec Jean-Charles pour qu'on voit ce dessin, ce qui est effectivement la définition de l'opération aujourd'hui, je voudrais vous poser une question, Dany, parce que j'ai toujours beaucoup aimé votre travail. Je me souviens notamment de « Je suis un écrivain japonais » et je vous imagine en train de faire votre sieste, regardant TV5 Monde, écrivant « Je suis un écrivain japonais ». Et je me suis toujours demandé, au fond, lui, quel est l'artiste aujourd'hui, dans ce que vous avez lu ou vu, qui a joué le plus grand rôle, justement, dans cette idée de la francophonie? Dans cette idée de la francophonie, bon Dieu... C'est pas un jeu télévisé, on n'est pas en train de taper. Vous avez 2 minutes. Voilà, et après, Sylvia partira et va capturer. Non, je reviens toujours à l'idée de multitude. Et c'est beaucoup de choses. Et même beaucoup de gens qui ne sont pas forcément, et qui s'expriment dans des œuvres qui ne sont pas d'expression orale. Et j'ai un artiste contemporain, c'est-à-dire presque du même âge que moi, et Basquiat. Ouais. Et parce que, vous savez, le fondement de l'affaire, c'est la liberté. C'est la liberté. Et les gens qui nous rendent le plus libres nous renvoient avec plus de fermeté à notre identité. Nous nous sentons plus solides sur Terre. Et dès que nous avons fini de lire, de voir, d'écouter certaines personnes, nous nous sentons plus confiants, plus solides. Et cette véritable identité, pour moi, c'est-à-dire qui est la confiance en soi, et c'est ça qui permet. Et c'est pas, je ne la mets pas uniquement à une question de langue. Alors, Sylvia, vous allez partir avec Jean-Charles. Je vous emmène, Jean-Charles de Castelbajac. Venez avec moi. Après, l'évocation de Jean Michel, c'est difficile. Voilà. Et puis, on va retrouver notre invité musique. On sera en terrasse, on vous attend là-bas. À tout de suite. Daniel, justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui personnifie, ou est-ce qu'au contraire, vous avez la réticence qu'a exprimée Dany, qui personnifie finalement l'universalisme de la culture française ou de la culture francophone? Car la francophonie, ce n'est pas que la France, bien au contraire. Oh, c'est une question très, très, très difficile parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un... Moi, j'ai une idée, pour moi, mais c'est une idée personnelle. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un... Mais c'est intéressant parce que, par exemple, on parlait de Basquiat tout à l'heure, qui est un artiste haïtien, oui, bien sûr, et qui, bon, lui, a vécu à New York et qui, maintenant, dans la vision du monde de l'époque, puisque malheureusement, il est mort très jeune dans la fin des années 80, mais c'est quelque chose, bizarrement, qui en effet transcende la culture française. Picasso, qui est espagnol, qui aussi peut être considéré pratiquement comme un artiste français. Donc tout ça est en effet très, très, très mélangé et c'est très, très difficile tout à coup de renfermer ça dans une identité, je pense. Oui, absolument. Je pense. Ça devient... oui. Mais c'est l'intérêt de poser des questions idiotes, c'est pour que les réponses soient intelligentes. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais l'écrivain, pour moi, qui compte le plus, c'est un Argentin. C'est Jorge-Luis Borges. Ouais. Et, oui, aveugle et amateur de langue française, grand connaisseur de la poésie française. Il avait quelque chose chez lui qui pourrait se résumer par il se sent séduisant et beau quand il parle français. C'était ça l'idée pour lui de parler français. Merci. C'est intéressant aussi quand le français est un choix. C'est intéressant quand c'est un choix. On parlait aussi, mais Georges Saint-Prune, par exemple, j'y pense maintenant parce que c'est un grand, voilà, a choisi le français. Nous n'avons pas tous le choix. Vous l'avez. Nous n'avons pas tous le choix du bilinguisme ou du trilinguisme. Et donc c'est intéressant ces auteurs qui choisissent ce mode d'expression. Alors 25 heures de direct, nous allons partir aux quatre coins de la planète avec les invités qui sont ici. On va faire de la musique, ou plutôt Vincent Delerme va faire de la musique, car je ne m'y risquerai pas. Dany, merci d'être passé nous voir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Bon retour, je ne sais pas où vous allez retourner. Haïti, Montréal, Académie française.
On verra. J'habite à B17, c'est mon siège d'avion. Voilà, B17. Daniel est avec nous dans un instant car nous allons parler des implications économiques. Mais Sylvia est au soleil avec Jean-Charles de Castelbajac. Sylvia. Alors, je suis avec Vincent Delerme. En l'occurrence, on va retrouver Jean-Charles de Castelbajac dans un instant. Vincent Delerme, bonjour, merci d'être avec nous. Avec plaisir, Vous bonjour. êtes, et avec vos musiciens, évidemment. Soyez... Caroline Boïta et Elsa Benamdela. Et soyez les bienvenus. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous incarnez une forme de chanson française. C'est un terme souvent un petit peu fourre-tout. Comment vous l'appropriez, vous, dans votre musique? C'est assez simple, en fait. Je me suis construit vraiment avec cette tradition effectivement, de la chanson française qui est quand même particulière parce qu'elle est très... il y a quelque chose de très sentimental, très sensible et avec des mots souvent précis pour le décrire. Et c'est un outil qui est super, effectivement, pour écrire des chansons. Donc, par exemple, moi, ça m'est jamais venu à l'esprit d'écrire en anglais quand j'ai commencé et j'ai toujours aimé ça. Donc après, il faut arriver à faire évoluer ce format-là, mais le matériau de départ est super. D'autant plus ravi de vous accueillir. C'est à vous maintenant. Vous sortez votre nouvel album dans 2 semaines. Ça s'appelle À présent. Voici tout de suite un nouveau morceau. Je ne veux pas mourir ce soir. C'est à vous. Merci. Une robe, des tennis blanches et la peau qui a froid, il y a ça. Il y a un sentiment sur un terrain, vaguement. Avant toi, je venais là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une fille qui penche, les 2 mains dans les manches. Il y a un soir d'été démodé. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour. Il y a un cœur qui bat, il y a ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une fille qui penche, une robe, des tennis blanches. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement. Il y a une fille qui penche, les 2 mains dans les manches. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Merci beaucoup. Merci. Merci Vincent Delerme. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour un second morceau. Je me tourne maintenant vers vous, Jean-Charles. Est-ce que vous avez terminé? J'ai terminé, mais je pourrais continuer des heures parce qu'il y a encore beaucoup de surface. Puis ce lieu absolument incroyable avec la Tour Eiffel au fond et tout Paris, et le soleil et tout, c'est magnifique. Alors dites-nous. C'est une réponse à la chanson de Vincent. Je ne veux pas mourir ce soir. Non, parce qu'on a encore tellement de choses à faire ensemble. Donc c'est l'évocation de 2 anges en fait qui forment le tricolore, le drapeau bleu, blanc, rouge, la francophonie, l'idée du lien, l'idée de partager des choses. Et je crois que l'art est essentiel dans cette vision communautaire et cette vision de lien universel.
Et dans toutes les choses qu'on a à faire, qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est de continuer avec ce tour du monde de la francophonie. À vous, Guillaume, on vous rejoint en plateau. Voilà, je pensais en écoutant Vincent Delerme aux chansons qu'il a écrites, enfin la chanson qu'il a écrite. Bonjour Pierre Hermé, le meilleur pâtissier du monde francophone. Il est avec nous. Nous allons parler évidemment de l'aspect business et l'aspect affaires, car parlons français, de cette francophonie. Mais en écoutant Delerme, je pensais au texte magnifique qu'il a donc mis en musique à propos de Patrick Modiano, qui est quand même prix Nobel de littérature et qui est français. Daniel, Pierre Hermé, donc bien, il y a l'aspect économique. Alors c'est assez particulier de vous retrouver tous les trois l'un à côté de l'autre, car la gastronomie française, exportation colossale dans le monde, le cinéma français, exportation dans le monde, et la mode, je n'en parle même pas, puisque c'est pratiquement ce qui sauve notre commerce extérieur défaillant avec Airbus, justement, et la gastronomie. Bien sûr. C'était un extraordinaire moyen de communiquer. La mode, c'est la convergence de toutes les passions, comme la gastronomie. Il y a quelque chose qui est lié à la sensualité et qui raconte bien l'histoire d'un pays. Donc il y a toujours eu cette idée de style en France. Et qui va, parce que tout à l'heure vous avez évoqué les sapeurs congolais dans un monde qui justement, que ce soit Kinshasa ou Brazzaville à côté, c'est aussi ça qu'ils reçoivent et qu'ils nous restituent. C'est la part du rêve, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'images qui peuvent bouleverser des vies aussi, échanger. Je me souviens d'un jour, une convocation à l'Élysée où le président Mitterrand, face à toutes les robes que j'avais fait avec des artistes différents comme Combat, Cédille Rosa, a dit la mode, c'est un formidable outil de la démocratie. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'espérance dans la mode, au-delà de l'ambassade. Pierre Hermé, justement, est-ce que vous avez le sentiment, vous qui travaillez beaucoup à l'exportation, c'est un peu vulgaire comme vision du monde, mais qui voyageait beaucoup, après tout Rimbaud voyageait, Gauguin a voyagé, et Pierre Hermé voyage aussi. Et est-ce que vous avez l'impression que le monde francophone est attendu avec gourmandise ? En fait, il y a une vraie prépondérance du savoir-faire pâtissier français à travers le monde. Alors, il existe d'autres types de pâtisseries, beaucoup moins que des types de cuisine. Et la tradition du dessert est quelque chose du dessert en fin de repas est quelque chose de surtout français, pas uniquement français, mais surtout français. Et on arrive à faire passer cette idée dans beaucoup de pays. Est-ce qu'il y a une explication à ça, Pierre ? Il y a à la fois du savoir-faire, il y a de la créativité, il y a des gens qui font la promotion de ce savoir-faire cuisinier ou pâtissier français. Donc, et c'est culturel, c'est lié à la culture de notre pays. Donc, vous voyagez beaucoup, vous, par exemple ? Je voyage pas mal, à la fois dans les pays dans lesquels la Maison Pierre Hermé est présente, mais aussi dans d'autres pays, parce que j'aime bien m'enrichir des cultures, des ingrédients qu'on trouve dans des cultures... Ça veut dire que quand vous êtes en Chine, vous faites des macarons au litchi, par exemple ? Alors, ça continue à fonctionner ? Alors, le macaron au litchi, c'est un peu à part, parce que le produit phare de la maison est vraiment le gâteau Ispahan, avec rose, litchi et framboise. Donc ça, on le trouve partout. Mais en fait, oui, j'aime bien utiliser des ingrédients d'origine diverses, et de les implanter ou de les utiliser avec mon savoir-faire bien français. Le cinéma, Daniel, pardonnez-moi de zapper entre les différents mondes, mais c'est important, tout ça, ça correspond à la francophonie. Pendant toute une période, la nouvelle vague française a été représentée comme étant finalement ce que la France pouvait offrir au cinéma mondial. Alors, vous avez quand même une histoire de famille avec la Grande Vadrouille, avec ses films extraordinairement populaires. Est-ce qu'ils sont attendus en Chine, en Asie La Grande Vadrouille est le film français qui a été le plus vu en Chine. C'est un détail intéressant, on parlait d'économie tout à l'heure, parce que le marché chinois, c'est quand même très, très, très particulier. À l'époque, l'offre était de 15 000 $ et le producteur Robert Dorfman a pris les 15 000 $ parce que c'était ça ou rien. Et quand je suis allée présenter d'autres films en Chine, on ne me parlait que de la Grande Vadrouille. Et je me suis rendu compte que vraiment, c'est le cas de le dire, vraiment des centaines de millions de Chinois avaient vu la Grande Vadrouille. On a une idée ou pas ? On a une idée d'un chiffre précis ou pas ? Je pense que c'est impossible d'avoir une idée, bien sûr. Enfin, il passe à la télévision. Il passe partout, il passe à la télévision, il passe partout, il passe dans le monde entier. C'est un film qui est une sorte de miracle, en effet, de film français qui touche le monde entier parce que c'est formidablement drôle, parce que c'est formidablement beau.
Et je pense d'ailleurs que ce qui lie, par exemple, les trois représentants de la culture française qui sont ici, c'est que finalement la France est très très liée au plaisir et à la gourmandise, que ce soit le cinéma, la mode, ou bien entendu l'extraordinaire tradition de tout ce qui touche à la nourriture française et à cette tradition de gastronomie française. C'est très intéressant de pouvoir lier l'économie et la culture à une notion de plaisir. Et je pense que la France est le premier pays qui a cette sorte de rayonnement d'industries diverses qui sont toutes liées au plaisir. Alors, bien entendu, on excelle dans beaucoup d'autres domaines. Il y a la technologie, il y a bien entendu des choses beaucoup plus, si j'ose dire, même beaucoup plus importantes. Mais finalement, peut-être pas. Parce que dans le rayonnement de la France, c'est quelque chose... Le plaisir de venir en France pour les étrangers, de voir la France qui est si belle et qui est encore aussi une notion de plaisir et de gourmandise. Et ça, je trouve ça magnifique et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à soutenir le plus possible pour nous tous. Alors, on va continuer à bavarder, mais je vous propose qu'on écoute maintenant Marc Lévy. Marc Lévy qui aurait aimé être ici avec nous, qui n'a pas pu être là. Marc Lévy qui lui aussi... vit à New York. Qui vit à New York, donc vous connaissez bien. Donc il nous adresse un petit message. Il est installé donc aux États-Unis où la concurrence avec l'anglais évidemment très forte. Est-ce une fatalité? Voilà ce qu'il nous en dit. Je dirais l'importance qu'a prise la langue anglaise à travers le monde a favorisé la diffusion de la culture anglo-saxonne et particulièrement de la culture américaine à travers le monde avec une prédominance que personne ne peut contester, que ce soit en matière de cinéma, de télévision, voire même de littérature. Un écrivain américain a 100 000 fois plus de chances d'être lu à travers le monde qu'un écrivain espagnol, italien ou un écrivain français. Évidemment, certains écrivains peuvent déroger à cette règle, mais c'est une réalité. Le fait que la francophonie se développe et que nous soyons de plus en plus nombreux à parler le français, à le pratiquer et à l'aimer à travers le monde, c'est un vecteur culturel, sociétal, économique et de paix extrêmement important. Je veux croire que cette peur maladive que nous avons de l'autre, de l'étranger, c'est une peur qui est née non pas du fait que nous soyons mauvais, mais qui naît de l'ignorance. Voilà, de retour à Paris sur le plateau de TV5 Monde, on a le plaisir d'accueillir Daniel Rondeau. Vous sortez, bonjour. Vous sortez Mécanique du chaos aux éditions Grasset. Vous êtes d'ailleurs en lice pour le prix Renaudot. Et Yann Kefelec, prix Goncourt en 85 pour Les Noces barbares chez Gallimard. Et puis Pierre Hermé, toujours avec nous. Et avec son gâteau. Et avec son gâteau, que je n'avais pas vu, moi, parce que j'étais dehors. Mais on va s'y intéresser après l'émission. Vous avez entendu ce qu'a dit Marc Lévy, votre réaction avec cette concurrence entre l'anglais, le français qui doit se battre pour exister. Daniel Rondeau? Je crois que le français est une patrie naturelle pour beaucoup de gens, que la langue française c'est une sorte de jardin. C'est pas uniquement une autre façon de parler ou d'écrire. Je crois que c'est une autre façon de penser et d'agir. Et je ne parle pas, nous sommes tous les deux écrivains, vous êtes le meilleur pâtissier du monde. Je ne parle pas uniquement pour les écrivains, mais je parle pour tous ceux qui parlent français, qu'ils soient diplomates, qu'ils soient pâtissiers, qu'ils soient journalistes, écrivains. Dans la langue française, il y a aussi une certaine façon de vivre, il y a un art de vivre. C'est pour ça que c'est aussi ça charrie une histoire, un passé. Dans ce passé, il y a à la fois des grandes figures de notre histoire, mais il y a aussi Saint-Vincent de Paul, il y a aussi Yves Saint-Laurent, tous ces gens... Des Alger. Des Alger, oui, bien sûr. Mais le français, Guillaume Durand, le français était la langue, il reste encore, Dieu merci, la langue d'une grande partie de la Méditerranée. La Méditerranée, on a parlé la lingua franca au XVIe, au XVIIe siècle, où il y avait beaucoup de Français, mais par exemple tout le Levant a parlé français, le Maghreb parle français, et beaucoup de gens, Libanais, Marocains, Tunisiens, Égyptiens, parlent et chérissent le français
parfois plus que nous. Moi, je suis très frappé de les entendre parler. Pour rappeler que Daniel a été ambassadeur longtemps, oui, et que donc ce rôle opérationnel n'est pas simplement le rôle de l'écrivain, mais le rôle de quelqu'un qui se confronte, parce que c'était à Malte, en plein milieu de la Méditerranée, à toutes les cultures et à la fois leur alliance, leur saveur et leur combat. Je vais rebondir sur ce que vous disiez pour vous interroger là-dessus. Yann Kefelec, est-ce qu'on peut dire effectivement que la langue et la langue française en particulier induit la pensée, avec quelles conséquences en français? Alors déjà, je voudrais dire que je ne pense absolument pas qu'il y ait un combat de la langue française contre la langue anglaise, que c'est une erreur de les placer sur un ring comme ça et de les mettre aux voix. Je pense qu'il y a un combat du français contre le français lui-même. Ce que disait Daniel est tout à fait passionnant. C'est vrai que souvent, en Afrique ou ailleurs, on parle mieux français qu'on ne le parle chez nous. Et je trouve qu'en France, on n'a que trop tendance à négliger l'expression française dans ce qu'elle a d'infiniment clair, d'infiniment beau et d'unique au monde. C'est un trésor absolument vertigineux, une langue comme la langue française. Et notre premier devoir est d'y puiser, à ne plus savoir d'ailleurs comment nous en sortir, tellement on va y revenir à cette question de la langue française, parce qu'évidemment on peut l'aborder sous différents prismes, on va continuer à le faire. On va s'intéresser maintenant à cette structure qui regroupe les enjeux de la francophonie, c'est l'Organisation mondiale de la francophonie. On retrouve la secrétaire générale de l'OIF en direct de New York. Bonjour Michaël Jean, merci d'être avec nous aux Aurores. Le jour se lève devant le siège des Nations Unies où vous participez à la 72e Assemblée générale de l'ONU. TV5 Monde est l'opérateur de l'OIF. Vous êtes associé à cette grande émission qu'on vient de démarrer ici depuis Paris. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, ce que j'attends de cette émission, c'est que l'on révèle la francophonie dans ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire notamment une organisation internationale qui rassemble 84 États et gouvernements, un espace extrêmement dynamique qui est porté par des hommes, des femmes au caractère bien trempé, qui sont des créateurs, des hommes, des femmes de science, qui sont versés aussi dans l'innovation. Une organisation internationale qui, aujourd'hui, là où je me trouve, doit également répondre face à toutes ces urgences qui se posent à notre monde et qui s'inscrit dans l'espace multilatéral, donc en faveur aussi d'un multilatéralisme robuste, bien rassemblé, bien coordonné, parce que nous n'avons pas d'autre choix face aux défis auxquels nous sommes confrontés, défis sécuritaires, défis de développement, défis climatiques également, que de nous regrouper, de nous rassembler dans tous nos efforts, avec toute notre force aussi de proposition et d'action. Alors vous participez, on le disait, à la 72e Assemblée générale de l'ONU. Quels sont les thèmes aujourd'hui sur lesquels la francophonie peut intervenir, les thèmes d'actualité chaude ? Alors, par exemple, un sujet dont nous avons beaucoup débattu, et nous avons même tenu une concertation ministérielle avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la francophonie, de l'OIF, sur notamment les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Et aujourd'hui, nous sommes là pour convaincre et persuader la communauté internationale que soutenir, par exemple, cette force multinationale du G5 Sahel, le G5 Sahel qui rassemble des pays comme on l'entend bien du Sahel, comme la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, et qui sont confrontés, comme vous le savez, à ces organisations criminelles terroristes qui cherchent à déstabiliser complètement cet espace, mais non seulement cet espace sahélien, cet espace africain, mais le monde. Donc l'idée, c'est de convaincre la communauté internationale que l'enjeu en est un de sécurité mondiale, parce qu'il faudra que cette force multinationale soit opérationnelle, et pour ça, il lui faut des moyens, il lui faut des ressources, pour qu'elle puisse en effet mener aux côtés de la force française Barkhane et des forces des Nations Unies de stabilité, cette opération de maintien de la paix qui est déployée dans la région et principalement au Mali, pour lutter contre ce fléau, ces menaces asymétriques et terroristes. Donc l'enjeu en est un pour nous tous. Ça, c'est un élément. Et d'autre part, comme il n'y a pas de développement possible sans sécurité et sans stabilité, l'enjeu en est un aussi, de lutter contre les maux qui causent aussi cette situation de déstabilisation que nous vivons dans le monde. Donc,
précarité, chômage, désenchantement, tout cela sont des facteurs sur lesquels viennent s'appuyer ces organisations criminelles et terroristes et sur lesquels nous devons d'agir. Donc la question du développement se pose avec la plus grande acuité aujourd'hui. Donc voilà, c'est une des questions dont nous avons débattu ici et en même temps, plus précisément, de la situation qui prévaut aussi en République centrafricaine, en République démocratique du Congo. Donc nous sommes là pour porter ces plaidoyers, pour aussi travailler aux côtés des autres organisations internationales partenaires pour vraiment je dirais, une action plus concertée, plus coordonnée. Et c'est un travail politique que nous menons et qui est de tous les instants. Alors, une question qui est un peu plus anecdotique, hein, mais quand on arrive au siège de l'ONU à New York, où vous vous trouvez, il y a une chaîne de télévision en permanence, c'est TV5 Monde. Défendre la francophonie, ça passe aussi par un grand média à l'international pour mettre l'accent sur ces thématiques que vous abordiez. Ce dont nous devons être convaincus, et TV5 Monde étant cela une vitrine formidable, c'est que nous pesons de tout notre poids par les valeurs que nous défendons. Ce qui définit la francophonie, c'est un humanisme intégral. Nous défendons vraiment la diversité des perspectives et la langue française est porteuse aussi de toutes ces perspectives. La langue française est porteuse aussi de tous ces traits de civilisation, de toutes ces cultures, de toutes nos expériences, de tous nos savoir-faire et également de cette, je dirais, de cette compréhension également que nous portons du monde dans la grande diversité, je dirais, de tous ces pays rassemblés dans cet espace francophone et dans cette organisation internationale. Merci. Ne sous-estimons pas le fait que rassembler 84 États et gouvernements des 5 continents, c'est aussi une force d'influence énorme. Nous sommes donc un tiers des pays rassemblés aux Nations Unies. Donc la francophonie, c'est aussi un partenaire incontournable, cette organisation internationale qui est la nôtre et dont TV5 Monde est un opérateur, comme vous l'avez dit, une vitrine formidable. C'est aussi une force d'influence qui s'exprime dans cette langue qui est un trait d'union pour nous rassembler face à toutes les urgences. Et on est là pour célébrer ce tour du monde, cette francophonie avec le tour du monde. Vous y êtes associé, Michaël Jean. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis New York. On va continuer à bavarder avec vous. On est en pleine rentrée littéraire ici maintenant. Il y a ce livre qui est sorti, Les jolies fautes de français de nos grands écrivains. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez noté. Jules Verne, Balzac, Apollinaire, Maupassant, tous sont concernés. Ceux qui apprennent le français, alors aussi ceux qui apprennent le français en regardant TV5 Monde le savent bien. Le français, c'est une langue compliquée. Est-ce qu'il vous arrive, vous-même, écrivain reconnu, de douter? Alors, bien évidemment, le doute, on est à la fois dans l'espérance et dans le doute quand on commence à écrire. Quand on se met à écrire le matin, je parle aussi pour toi, Yann, naturellement, il faut croire en nous, c'est la première chose. Mais en même temps, le doute s'installe. Et pour prolonger un peu ce que dit Michel Jean, quand elle parle du français, c'est une puissance, le français. C'est une puissance que nous mésestimons et je crois que c'est une puissance très singulière parce que dans la langue française s'exprime quelque chose d'un peu unique qui est l'alliance du cœur et de la raison. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui appartient à la France. Le général de Gaulle disait une certaine idée de la France. Le français, c'est une certaine idée de la France et c'est aussi une certaine idée du monde. Et c'est pour ça que les peuples, que d'autres, les étrangers, s'emparent encore parfois avec avidité de cette langue, qui vont boire à la source du français, c'est parce qu'en lui donnant une nouvelle jeunesse, d'ailleurs, comme l'a très bien formulé Milan Kundera, mais je crois qu'ils vont chercher quelque chose qui n'est pas ailleurs, c'est cette alliance du cœur et de la raison, et qui est fondamentale, qui existe chez nous depuis le XVIIe. Daniel Rondeau, est-ce que par moment vous avez le sentiment que subsiste l'idée que justement pour une partie des pays africains ou d'autres pays du Maghreb que vous connaissez bien, le français c'était aussi la langue des colonisateurs? Ou est-ce que c'est passé? Non, parce que la bataille, vous écrivez un livre, La mécanique du chaos, qui est violent sur cette confrontation-là. Mais la bataille, l'histoire, comme l'a dit ce grand écrivain qui marie le cœur et la raison, Albert Camus, l'histoire, elle est toujours effrayante et passionnante. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. C'est très rare que ça arrive. Donc nous avons une histoire complexe avec le Maghreb, avec l'Afrique. Je crois que quand j'entends des Africains
qui parlent des reportages quand il y a des grèves, des manifestations en Afrique. On écoute ces Africains. La façon dont ils parlent le français, la façon même dont ils l'articulent, elle est extraordinaire. Je pense que pour eux, c'est encore un trésor. Yann Kefelec, je vous en prie, Guillaume. Non, Yann, je sais que vous appartenez aussi à une famille de musiciens. C'est important, la musique. Tout à l'heure, on écoutait Delherme, mais tout le monde se souvient du grand voyage de Ravel vers Los Angeles, où Maurice Ravel a été accueilli par Gershwin, par Chaplin, comme étant une des la superstar mondiale de la musique à cette époque. Et c'était bien avant qu'on ne le dise, la French Touch. Est-ce que vous faites ce lien justement entre la littérature, la musique et l'influence que la francophonie a dans le monde aujourd'hui? Alors effectivement, Ravel n'aura d'ailleurs cessé d'imiter ces grands musiciens du jazz, comme ça qu'il a appliqué à une écriture classique française. Mais pour en revenir à ce que disait Daniel des valeurs civilisatrices de la langue française, de la puissance civilisatrice de la langue française, j'aime énormément le mot qui est le plus humain de toutes les influences, c'est-à-dire le mot humanisme. Par exemple, la Légion étrangère, aucun cocorico dans ce que je vais dire, la Légion étrangère attire à elle des gens du monde entier, dont le premier devoir au sein de la Légion étrangère, c'est de s'exprimer en français. Toutes les autres nations puissantes ont essayé d'avoir leur propre légion étrangère parce que ça marchait génialement bien en France. Que c'était une famille, pas simplement une famille pour faire la bataille, mais une famille pour affirmer un certain nombre de valeurs. Eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché en Espagne, ça n'a pas marché aux États-Unis, ça n'a pas marché en Angleterre, parce que c'est la langue française, avec ce qu'elle a d'humaniste, et parce qu'elle draine justement d'une certaine vision douce des choses, même quand il faut aller à la bataille, c'est la langue française qui permet cela. Pierre, peut-être qu'on peut parler quand même aussi. Oui. C'est assez bizarre de mélanger tout d'un coup la littérature et la gastronomie, mais ça ne l'est pas en fait. C'est pour ça qu'on va faire le tour du monde et qu'on va aller partout. Est-ce que vous vous souvenez du moment, parce que je me remémore la phrase de Rilke, l'enfance est un destin, le moment où le petit Hermé s'est dit ça y est, je vais être cuisinier puis pâtissier. Est-ce qu'il y a eu un déclic et quelque chose? Moi, je suis issu d'une famille de boulangers-pâtissiers dont je suis la 4e génération. Et dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir venir apprendre mon métier à Paris, auprès de Gaston Lenôtre. Et ça a été une vraie chance. Et c'est sur cet apprentissage encore que je bâtis mon travail d'aujourd'hui. Parce que quand on voyage, il y a toujours quelque chose qui est terrible. Pour nous qui sommes habitués à la célèbre baguette, là on sort de la sophistication des gâteaux, c'est quand même souvent la qualité médiocre du pain dans le monde. Et on se dit, mais s'ils pouvaient avoir nos boulangeries, d'ailleurs ils en ont maintenant de plus en plus. Mais le pain aussi le reflète de notre culture et notre agriculture. Donc chaque pays a sa propre culture. Il y a des pays où on n'utilise pas de pain parce qu'on n'en a pas besoin pour le repas. Donc, c'est vrai que la baguette francophone est tout de même oui. merveilleuse sur la terre. La baguette, le pain au levain, enfin des choses comme ça. Tradit. Est-ce que nous sommes avec Jean-Baptiste Lemoyne en direct? Oui, il est là, je le vois apparaître, Jean-Baptiste Lemoyne aux Nations Unies. Pas très loin de vous, il y a une sculpture d'un Suédois qui s'appelle Carl Fredrik Reuterswärd avec un pistolet qui est noué, qui était le symbole de la fin des conflits. Je rappelle que vous êtes donc au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, que vous travaillez avec Jean-Yves Le Drian, et que semble-t-il, après les discours qu'on a vécus ces dernières heures, qui ont nourri l'actualité, la décision de la France a été de faire plus en matière de francophonie. C'est vrai ou c'est une rumeur ? Ah non, je peux vous dire que le chef de l'État, Emmanuel Macron, est très engagé sur ce sujet-là. Il en a fait une des priorités dans son discours aux ambassadeurs fin août. Et ça s'est décliné très concrètement, une première fois, ici à New York, puisque hier matin, Emmanuel Macron a lancé un fonds bilingue pour la langue française. Et il s'agissait de quoi? Tout simplement de mettre 400 000 $ sur la table chaque année pour favoriser des établissements qui enseignent en français et en anglais. Vous le savez, la force aussi de la francophonie, c'est de penser diversité. Il faut parler français, naturellement, on s'y emploie à diffuser la langue française, mais ça n'exclut pas les autres langues. Et nous sommes véritablement pour un multilinguisme qui soit actif. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que plus on aura de jeunes qui, ici, dans les classes bilingues, sur le sol américain, apprennent aussi cette langue, apprennent à penser dans cette langue, auront un point de vue sur le monde qui sera peut-être
plus proche d'une autre, parce qu'une langue, ça façonne une façon d'être au monde, une façon d'appréhender les choses. Et ce que je dis, ce ne sont pas des mots, je l'ai vécu ici à cette Assemblée générale des Nations Unies, parce que lorsque Emmanuel Macron prend la parole devant les Nations Unies, eh bien, je peux vous dire qu'un grand nombre de délégations étrangères sont venues nous voir en disant « Eh bien, écoutez, on se retrouve dans cet humanisme qui est porté par la France et qui est porté par la France à travers un vecteur aussi qui est sa langue. » Merci Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir été en direct avec nous donc aux Nations Unies à New York. Justement, dans le discours de Macron, Daniel Rondeau, il y a toujours cette idée d'être le porte-parole des opprimés. Ce discours était rythmé avec une figure rhétorique. C'est un peu ce qu'on retrouve, mais alors ce sont des opprimés qui s'affrontent dans la mécanique du chaos, qui ne sont pas... Enfin, je crois que les personnages de la mécanique du chaos... Qui racontent donc le terrorisme. Oui, qui racontent le terrorisme, mais aussi nos propres vies. Moi, j'ai voulu raconter la France en 2017, c'est-à-dire beaucoup de gens errent dans leur propre vie, ils sont un peu perdus dans leur propre vie. À Paris, en banlieue parisienne, mais aussi à Tripoli ou en Syrie ou ailleurs. C'est un peu les errances de notre temps que j'ai voulu raconter dans ce livre. J'ai voulu raconter des vies d'aujourd'hui, que ça soit la vie d'un policier qui est chargé de la lutte contre le terrorisme, mais qui est obsédé par son divorce et qui n'arrive pas à se sortir de cette histoire, que ça soit une jeune Bretonne ou une jeune Tunisienne, qui sont deux adolescentes qui se cherchent. Bon, c'est ça que j'ai voulu absolument raconter. Mais en rapport à ce que disait Yann Kefelec il y a quelques instants, quand même, je comprends son argument, mais le vôtre, on est quand même sur le ring de boxe avec vous. C'est-à-dire que cette francophonie qu'on défend, cette francophonie qu'on va vivre pendant 25 heures, là, elle est quand même un peu agressée. Eh bien, il y a 4 mots, pour moi, qui représentent à la fois la langue française, qui représentent la France et que le monde entier comprend. Ces 4 mots, c'est « s'il te plaît »,« je t'aime »,« pardon » et « merci ». J'espère que dans ce livre, j'ai réussi à faire vivre ces 4 mots aussi, en même temps que j'ai réussi à faire couler, si je l'espère, c'était mon ambition, à la fois l'eau de la vie, l'eau de l'histoire, et qui doivent irriguer, c'était mon ambition d'écrivain. Ça veut dire qu'il y aura un déclin de ces politesses élémentaires auxquelles le français nous a habitués? Non, il n'y a pas un déclin des politesses. Nous sommes sans doute dans un changement de société qui est plus grave qu'un déclin de la nation, qui est plus grave qu'un déclin de la France, qui est autre chose. Nous subissons une accélération forcenée de l'histoire depuis 50 ans. Le monde, les hommes ont plus changé en 50 ans qu'en 5000 ans, peut-être. Jean-Baptiste Lemoyne, depuis New York, parlait de multilinguisme. C'est une question intéressante aussi. Est-ce que vous êtes les uns et les autres polyglottes? Peut-être japonais? Non, français, anglais, allemand. Yann Kefelec, vous parlez breton? Je parle breton couramment. Non, pas du tout. Je ne parle pas breton, mais je déplore de ne pas parler breton. Et j'en veux à l'État français, à l'État jacobin français, d'avoir privé les Bretons de leur langue maternelle. D'une certaine manière, de transporter la pensée, d'affirmer leur humanisme et d'être ce qu'ils ont toujours été depuis des siècles et des siècles. On voit le français se porter à la défense, au secours des langues vernaculaires en difficulté de par le monde. En revanche, la langue bretonne reste toujours infiniment suspecte en France, comme si la Bretagne incarnait une menace pour la République. La France est l'un des rares pays de la francophonie, si ce n'est le seul, à ne parler que le français officiellement. Partout ailleurs, le français se confronte à d'autres langues. C'est important, cette confrontation. Est-ce que ça enrichit le français, Pierre Hermé? Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas, les autres langues, oui, certainement enrichissent le français. C'est-à-dire, mais aimer le français, ça ne veut pas dire détester l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Non, les plus grands aimer le français, pour beaucoup de gens de par le monde, ça veut dire qu'ils ont aimé à la fois Charles Baudelaire, Marcel Proust, Honoré de Balzac, Camus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas aimé Cervantes ou Shakespeare. Donc je crois que ce n'est pas un combat, que naturellement c'est un trésor. Comme tous les trésors, il faut y faire attention.
Un trésor, il peut disparaître. Il peut nous... Mais est-ce que les langues s'enrichissent les unes les autres? C'est cette question-là, en fait, que je posais. Bien évidemment. C'est bien ça. C'est du Paul Valéry direct, ça. Il dépend de toi que je sois tombe ou trésor. Chacun est porteur du trésor ou de la tombe de la langue qu'il est en train de parler. Et franchement, j'en veux à la société française, quelquefois, d'être les naufrageurs de la langue française. Quand j'entendais Vincent Delerme chanter tout à l'heure en français, cette merveilleuse langue française, immédiatement, on se sent dans ses valeurs humanistes, dans ses valeurs de tendresse et de sentimentalité française et de partage avec l'autre. Qu'est-ce que les chanteurs français viennent chanter dans un anglais américain qui n'est compris ni par les Français, ni par les Américains? Au nom de quelle génuflexion de la part d'une civilisation qui est escalée, mais à laquelle nous n'avons rien à envier. Au début de notre entretien, on parlait de ceux qui voyagent, des Français célèbres, Rimbaud. Il y a un film actuellement qui concerne Gauguin, qui est parti à l'autre bout du monde. Est-ce que vous avez l'impression, en voyageant tous les trois, que justement la jeune génération, ce sont des Français voyageurs qui vont justement se frotter à ce monde qui est le monde dans lequel nous vivons, Pierre? Je pense qu'on voyage aujourd'hui de différentes façons, par l'avion, machin, mais aussi par le numérique, par le digital, pardon. On fait des voyages aussi de cette manière-là. Ouais, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Mais le principe du voyage et la précocité des voyages aujourd'hui, les communautés françaises à travers le monde, elles existent et elles sont extraordinairement vivaces. Bien sûr, la planète est extraordinairement rétrécie. Le monde est devenu... Le lointain est à notre porte. Tous les jeunes gens, presque tous les jeunes gens, voyagent ou ils ont envie de partir, de voyager. Donc ils voyagent avec leur art de vivre, avec leur goût, ce qu'ils aiment manger, avec ce qu'ils aiment lire. Ce sont tous, tous ces jeunes gens, ce sont nos petits ambassadeurs du français. Il y a une façon d'être français. Bon, je crois que c'est fondamental pour nous, que nous sommes à l'aise, nous sommes chez nous, dans le monde entier. Merci à tous les trois. Vous êtes sur TV5 Monde, toujours 25 heures de direct pour cette opération spéciale. On arrive au bout de cette première heure, on en approche. Et ce tour du monde de la francophonie va nous emmener dans quelques instants à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Abidjan, où nous attendent Jean-Michel Aunin et Caroline Da Silva. Bonjour à vous deux. Vous allez prendre le relais dans quelques minutes. On vous voit, Caroline Da Silva. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette prochaine heure depuis Abidjan ? Bonjour Paris, merci à vous Guillaume et Sylvia. Alors pour ce tour du monde de la francophonie version ivoirienne, nous avons donc prévu une belle palette d'invités avec qui nous échangerons sur l'amour de la langue française, sa pérennisation, ses particularités et la façon dont cette langue est pratiquée et maniée sur notre territoire, avec bien sûr un brin d'humour. Attendez-vous également à des surprises locales qui, comme on le dit chez nous à Abidjan, vont vous enjailler. Merci Jean-Michel, merci Caroline, bonne émission à vous. On vous retrouve dans une dizaine de minutes après un point sur l'actualité avec la rédaction de TV5 Monde. Guillaume, merci, le mot de la fin. Mais merci à vous, nous sommes partis pour 25 heures de direct. Et puis il y a ce gâteau qui est tellement tentant. Pierre, merci. Mon noisette. On va se régaler. Je vous propose qu'on termine cette première partie depuis Paris en musique. On retrouve, comme promis, comme prévu, Vincent Delerme avec un autre titre de son nouvel album. Ça s'appelle Christina. Restez sur TV5 Monde. Tu regardais Christina, ses jeans, ses cheveux, sa manière d'être un peu plus une fille que toi. Dans les couloirs de RER, tu empruntais à Christina du rouge à lèvres et des affaires. Un peu son rire, un peu sa voix. Et comme elle parlait à
à sa mère. Toutes les histoires que Christina te racontait au pied des tours. Tu faisais comme si c'était toi qui les avais vécues un jour. Tu n'as jamais compris pourquoi tu voulais échanger ta vie